Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre grand magazine Show Diplomatique qui reçoit pour la toute première fois une femme nous fait honneur sur notre plateau. Il s'agit de Madame Lydia Mouchebele. Elle est juriste conseillère au Centre public d'aide sociale de Belgique. Avec elle sur ce plateau, nous parlerons de cette institution qui vient en aide aux personnes défavorisées en Belgique et pourquoi pas du nouveau gouvernement belge qui vient d'être installé à la tête avec Charles Michel. Bonsoir Madame. Bonsoir Madame Jenny. Comment vous vous sentez? Je me sens très bien, merci. Merci de faire honneur à notre plateau, c'est une toute première fois. Comment vous vous sentez? Quelles sont vos impressions? Mais d'abord, je suis honorée de savoir que cette émission qui est très sollicitée, je suis la première femme qui ait l'occasion d'être interviewée. Je pense que c'est un honneur pour moi d'ouvrir la voie à d'autres femmes qui viendront relater leur parcours, leur expérience, leurs bons moments et leurs mauvais moments comme c'est le cas dans la vie. Donc voilà, je suis très heureuse. Alors très bien, je disais à l'introduction que vous êtes conseillère au Centre public d'assistance d'aide de Bruxelles. Vous êtes belge. Nous n'allons pas parler de la Belgique sans pour autant faire allusion à son nouveau gouvernement, à la tête avec Charles Michel, un gouvernement de libéral. Comment ça se passe? Quel est le climat? Écoutez, la Belgique, c'est un pays très compliqué au niveau institutionnel. Donc pour l'instant, le climat n'est pas très favorable. Donc j'ai eu écho par mes collègues et amis qui sont là que hier, donc le Premier ministre a donné à l'Assemblée son plan de politique générale, etc. Et l'orientation que ce nouveau gouvernement prend n'est pas peut-être en accord avec les desiderata de l'opposition. Nous allons en parler sur ce plateau. Alors, le système, parlez-nous un peu du système étatique, le système institutionnel, des institutions belges. Comment ça se présente? Il faut savoir en fait que la Belgique, c'est un État fédéral. Ouais. Donc, les compétences sont... il y a une décentralisation des pouvoirs. Donc, vous avez l'État fédéral, vous avez 4 communautés et 3 régions. Donc, toutes ces instances, donc vous avez l'État fédéral, les 4 communautés. Lesquelles? Quelles sont ces 4 communautés? Parce que du manière générale, on connaît les Wallons et les... Voilà, donc il y a d'abord la communauté française. Oui. En fait, le système communautaire regroupe en fait les langues et la culture de la population. Donc nous avons la communauté française et le territoire géographique de la communauté française, c'est la région wallonne et la région de Bruxelles-Capitale. On a la communauté germanophone. Il y a quelques germanophones qui sont au fond de la région wallonne. Et toutes ces communautés ont leur gouvernement, leur parlement, leur mode de fonctionnement. On a également la communauté flamande qui se trouve en Flandre, également sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale. La Belgique, on dit que c'est une fabrication, justement, en vous entendre parler de cette subdivision des communautés qui n'a pas une particularité de l'identité. Comment vous présentez cette Belgique d'une fabrication, un système compliqué? Qu'est-ce qui se passe? En fait, parce qu'au Congo, on a une identité congolaise. Il y a une identité belge, mais elle est plus difficile, je pense, à cerner. Voilà, c'est ça. Expliquez-nous un peu cette complexité-là. En fait, moi, je pense que c'est historique, en fait, parce que quand on regarde l'histoire de la Belgique, donc la Belgique a été plusieurs fois sous domination d'autres empires. La Belgique a été sous domination française, sous domination espagnole, sous domination hollandaise. Le premier roi des Belges, il n'y a pas de Belges de pure souche. Et quand vous vous interrogez, par exemple, des Belges de pure souche, on vous dira toujours, oui, ma grand-mère est française, mon arrière-grand-mère est allemande, etc. Oui, voilà, donc il y a un gros mélange. Et même la famille royale actuelle, les Saxe-Cobourg-Gotha... Oui, des origines allemandes. Allemandes et autrichiennes. Oui. Donc, en fait, la Belgique a été une fabrication à un moment où la Belgique était enclavée au milieu de plusieurs guerres. Donc, on a fabriqué cet État, en fait, comme pour caractériser, en fait, un État qui va être le rempart de la paix. En fait. Est-ce que ça marche? On a l'impression que il y a beaucoup de tensions entre les communautés. La Belgique est devenue fédérale tout justement parce qu'il y a 2 grosses communautés, les francophones et les néerlandophones. Ouais. Et il y a une grosse évolution historique où, au fur et à mesure du temps,
il y a eu cette construction communautaire, tout justement. On est passé, il y a eu la fédéralisation dans les années 90. Avant, ça n'existait pas, donc on a créé ces 3 communautés parce qu'on a compris en fait que un État fédéral, le seul État belge ne remplissait pas les desiderata de chacune des communautés. Donc on a créé ces communautés et également les régions. Oui. Parce qu'avant, il y avait juste la division en provinces et en communes. Là, on a gardé donc l'État fédéral, les communes, les provinces, la région et les communautés. Donc tout ça, c'est un mélange et parfois, il faut toujours un compromis pour qu'on arrive à un bon résultat. Et est-ce que vous arrivez à un bon résultat aujourd'hui? Mais je pense que oui. Là, aujourd'hui, par exemple, on a eu des élections en 2014, en juin 2014. On va parler du gouvernement tout à l'heure, mais c'est très complexe. Comme je vous disais, donc, on a ces communautés, on a ces régions. Au niveau, par exemple, des gouvernements communautaires, que ce soit, je vais vous parler de la région de Bruxelles-Capitale. Ouais. Voilà. Au niveau de la région de Bruxelles-Capitale, il y a un gouvernement régional. Et dans ce gouvernement, quels sont les partis qui sont au pouvoir? C'est le Parti socialiste, le Centre démocrate humaniste et un parti de droite, le FDF. Et au niveau de la région wallonne, les partis qui sont au pouvoir, c'est le Parti socialiste et le Centre démocrate humaniste. Et les libéraux sont dans l'opposition, NVA, Open VLD. Alors que... Et le parti de Mark de Weber. Oui, la NVA. Ouais. Et donc, au niveau de toutes ces... c'est vrai que c'est difficile de trouver un équilibre parce que chacun a ses compétences. Par exemple, les communautés sont compétentes en quoi? Au niveau de la culture, au niveau de l'enseignement, au niveau des matières qui ont trait aux personnes, les soins de santé, l'aide aux familles. La région est compétente, par exemple, en tout ce qui est urbanisme, en tout ce qui est environnement, en tout ce qui est propreté. Et maintenant, l'État fédéral est compétent en matière de relations internationales, en matière de défense, en matière d'impôts, en matière d'emploi. Et toutes ces compétences sont parsemées à tous ces niveaux de pouvoir. Ouais. Donc, parfois, pour un dossier, vous devez aller voir plusieurs ministres différents dans tous ces niveaux de pouvoir. Donc, il faut vraiment avoir une volonté de négociation et une force de persuasion parfois pour arriver à la fin d'un projet, quoi. Vous avez évoqué une des prérogatives du nouveau gouvernement, donc du parti des libéraux, c'est l'emploi. Et c'est qui est une des grandes, comment dirais-je, un des points forts de ce gouvernement qui voudrait vraiment relever, c'est l'emploi avec la nouvelle structure. Est-ce que cela va marcher en Belgique? On l'espère parce que je pense que l'un des repousser l'âge de la retraite à 67 ans, ça vous arrange? Nous, ça nous arrange. Beaucoup plus de travail. Mais il faut travailler, vous ne voulez pas travailler? Il faut travailler, mais je pense qu'à un moment, le corps humain est également fatigué. Donc, je pense qu'il y a des métiers qui sont très difficiles. Il y a des métiers... c'est vrai qu'il y a des... Si vous êtes avocat, mon Dieu, vous pouvez plaider jusqu'à 80 ans. Il y a certains médecins qui exercent... Les professions libérales exercent souvent très tard. Oui. Les fonctionnaires, souvent, oui, il n'y a pas de souci. S'ils veulent travailler jusqu'à 67 ans, pourquoi pas? Mais une infirmière, une aide-soignante qui travaille dur, c'est terrible, hein? Imaginez-vous, par exemple, vous êtes infirmière ou aide-soignante, vous devez transporter vos malades qui sont lourds, les mettre au lit, etc. Travailler jusqu'à 67 ans en portant des personnes, en faisant leurs toilettes, etc. Les chauffeurs de bus, vous imaginez, vous devez conduire un bus jusqu'à 67 ans. Et votre dos, enfin, je pense qu'il faut quand même qu'il y ait une différence entre certains métiers, les métiers à risque, les métiers lourds, où au bout de 40 ans, je pense que le corps n'arrive plus à répondre. Donc je pense qu'il faut faire une différence. C'est vrai que le gouvernement Charles Michel a mis l'accent sur le socio-économique. Ouais. Mais bien sûr, je veux dire, tout le monde veut que la Belgique soit prospère, qu'au niveau de l'emploi, on soit prospère. Mais il y a beaucoup de politiques à mener au niveau de l'emploi. Mais qu'est-ce que vous reprochez à ce nouveau gouvernement? Déjà, lorsqu'il a fait son entrée devant l'Assemblée, le Parlement belge, il a été hué quand même dans la salle. Qu'est-ce qui se passe? Un faux départ pour ce premier pas de bébé de gouvernement? Bon, il y a des ministres quand même qui sont d'extrême droite. Ouais. Qui ont eu des comportements qui ont été très limites.
Je trouve que c'est dommage qu'un ministre se rende à l'anniversaire d'un ami à lui qui était à l'époque dans la collaboration avec les Allemands. Mais ça, c'est sa vie privée, ça n'engage pas sa vie professionnelle. C'est un personnage public et en tant que personnage public, il faut faire attention aux choses qu'on fait qui peuvent affecter l'électorat. Quand on est un personnage public, quand on est une autorité publique, quelque part, notre vie privée ne nous appartient plus. Et quelque part, on doit soigner notre image parce que l'image du ministre, c'est l'image de la Belgique à l'extérieur. Oui. Donc, je pense que l'Europe a été victime de cette guerre 14-18 et 40-45. Et quand, à l'école, parfois, on visitait ces camps de concentration, etc. Donc, il y a des comportements quand même qui sont... c'est vrai que c'est un événement qui ressortait de sa vie privée, mais quand même... Il y a également le ministre, le secrétaire d'État de l'Asile et Migration, qui avait déclaré que lui, il n'aime pas la nationalité belge. S'il pouvait s'en passer. Enfin, des déclarations qui sont à la limite de l'extrémisme. Et c'est dommage, c'est très dommage. Leur nouvel accord de gouvernement qui nous sort, ils nous disent pas, voilà, ils ont donné un budget, 18 milliards, etc. Mais ils ne disent pas, ils vont couper dans quoi? Oui. Nous savons très bien que ce sera dans le domaine de la santé, ce sera dans le domaine du social. Or, l'une des bases de la Belgique, c'est qu'on a un système de sécurité sociale très fort, on a un système de santé très fort. Et je pense que ce sera dommage de savoir que la clé même du système social, ce qui fait la base même de la Belgique, c'est ce système social très fort. Et vous êtes connu pour avoir ce système, l'assistance sociale en Belgique est mieux coté et mieux apprécié de l'espace Schengen. Est-ce qu'avec ce nouveau gouvernement, ça va vous pénaliser dans vos différentes tâches? Comment vous allez travailler, comment vous allez procéder dans vos différentes tâches d'assistance sociale? Bon, maintenant... vous devez beaucoup plus travailler encore? Nous allons voir, en fait, c'est un début, et heureusement, comme je disais, la Belgique, c'est un État fédéral. Donc, c'est vrai que la compétence de la santé, c'est au niveau fédéral, mais il y a certaines compétences qui ont été transférées au niveau des communautés et des régions. Et par exemple, je pense qu'au niveau de l'aide sociale, etc., dans mon quotidien de tous les jours, nous travaillons plus avec la région de Bruxelles-Capitale. Et le ministre-président de la région de Bruxelles-Capitale, c'est un socialiste, donc il a un gros cœur pour le social et il a un penchant pour le social. En fait, souvent... Ça ne va pas changer, vous allez continuer... Espérons, espérons. Mais le problème aussi, parfois on a l'impression... Qu'est-ce que vous craignez alors? Qu'est-ce qui peut déranger votre système social? Il est très bien apprécié. Notre système, mais voilà, par exemple, pendant la législature passée, je vous parlais des soins de santé ou de certains médicaments. Ouais. La ministre de la Santé, Anke Links, avait mis en place une gratuité pour certains types de médicaments pour des maladies particulières. Si maintenant on change ça, toutes ces personnes ont été habituées pendant toute une législature à acquérir leurs médicaments à moindre coût. Mais on sait que ce n'était pas apprécié en fait par les libéraux. Donc maintenant ils sont à la manœuvre, sans nous, sans les socialistes, sans le social au pouvoir. Donc ça va être vraiment une politique de droite, de riches. Et je pense que ce ne sera pas... je pense que les gens vont passer des moments difficiles. Alors, vous êtes la première conseillère au Centre d'assistance sociale de Bruxelles. Qu'est-ce que l'on peut attendre de vous? Vous êtes une femme, vous êtes jeune et belle aussi. Qu'est-ce qu'on peut attendre de vous? Je vous en prie. Mais je dirais que c'était un privilège pour moi d'être la première femme noire qui siège dans ce centre public d'aide sociale. C'est le plus grand centre social du pays. Et... je pense que notre système social, c'est un système de tremplin. Nous sommes là, en fait, pour aider les gens à commencer la vie. Et souvent, on nous reproche en disant que nous gardons les gens dans un système de paupérisation, d'assistanat. C'est pas ça. Imaginez-vous, vous êtes d'origine congolaise, vous arrivez dans un pays, vous faites 10 ans avant d'avoir vos papiers. Vous avez vos papiers. Il faut quand même un petit tremplin, un revenu minimum qu'on vous assure pendant X temps. Oui. Le temps de pouvoir trouver un travail, le temps de pouvoir trouver un appartement. Et c'est pour ça qu'on est là. Et vous savez très bien que la Belgique et le Congo, on a une histoire particulière. Et dans notre centre public d'aide sociale, on a également des maisons de repos
pour les personnes âgées qui quittent leur domicile et qui viennent finir leur jour là. C'est la mentalité en Europe. Ici au Congo, la mentalité c'est que le grand-père ou la grand-mère va finir ses jours, c'est sa fille, etc. En Europe, les mentalités sont différentes. Et donc quand j'ai pu avoir accès à ce mandat, j'ai été visiter les maisons de personnes âgées parce que je suis administrateur dans ces maisons. Et qu'est-ce que j'ai constaté? J'entre et je vois des cocos, vraiment des Congolais qui sont là. Alors je dis bonjour papa, vous allez bien? Je parle avec eux en lingala, ils sont contents. Je discute un peu avec eux et je vois qu'ils sont amaigris. Alors je prends contact avec la directrice du home, je demande pourquoi est-ce qu'ils sont amaigris, ils n'aiment pas la nourriture. Elle me dit, bah oui, ils ont eu l'habitude. La nourriture occidentale. Bah oui, ils ont eu l'habitude de manger du pondu, des makemba, du foufou, et là ils doivent manger la purée de pommes de terre, les spaghettis. Et ça passe pas. Ça passe pas. Je pense que mon apport en tant que personne issue de la diaspora, quand je vois cette personne, j'ai l'impression que je vois mon grand-père. Qu'est-ce que je demande? Je dis bien voilà, je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour qu'on puisse introduire des mets d'origine africaine. Parce qu'il y a des Maghrébins qui sont également dans ces institutions. Mais comme les Maghrébins ont immigré avant nous en Belgique et qui sont très organisés, de temps en temps, vous verrez qu'on prépare un couscous. Très bien. Donc, on a cette volonté de s'ouvrir également aux autres communautés, mais avant, il n'y avait pas de personnes d'origine congolaise qui pouvaient apporter cette diversité. Et je pense que je suis là d'abord pour apporter cette diversité. Et au-delà de cette diversité, je pense que ma présence montre également cette volonté d'une communauté congolaise à montrer qu'on est en Belgique, qu'on s'est intégré, qu'on a pris racine en fait, que nous ne sommes pas là seulement pour profiter du système, mais qu'on est là également pour collaborer, contribuer au développement de ce système, du système belge, et que nous sommes dedans avec toute notre énergie pour l'évolution de ce système. L'évolution de ce système, est-ce que ce système vous permet d'évoluer correctement en Belgique? Écoutez, on parlait de l'emploi tout à l'heure. Oui, exactement. Et je vous disais que j'espère que ce nouveau gouvernement, par rapport à sa priorité socio-économique, va pouvoir nous aider pour l'emploi. Vous savez qu'on vit à l'étranger, au Congo, vous avez le tribalisme. Et nous, on a le racisme et la discrimination. Quand on a affaire à un gouvernement, je dirais quasiment d'extrême droite, qui trouve que l'étranger n'a pas sa place, que l'étranger a sa place seulement s'il travaille, ok. Mais est-ce qu'on va lui permettre de travailler? Est-ce qu'on va mettre en œuvre des politiques antidiscriminatoires? Est-ce que vous allez accepter qu'il y ait des quotas? Parce qu'à un moment, c'est ce qu'il faut faire. Je trouve qu'il est anormal que dans l'administration, je trouve qu'il est anormal qu'après X années de collaboration avec le Congo, dans les administrations publiques, vous allez voir, hein, on compte les noirs. À un moment, il faut quand même imposer un système de quotas. À un moment, il faut... Est-ce que c'est parce que vous ne postulez pas? On postule. Est-ce que c'est parce que vous ne présentez pas, vous ne remplissez pas le profil qu'il faut? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui postulent. Mais quand tu postules, il faut aussi faire l'interview. Il faut que tu sois appelé. Mais quand on voit ton nom Kapinga Mwamba, on ne va pas t'appeler nécessairement. Par exemple, je sais qu'au Parti socialiste, nous, on était partisans du CV anonyme. Mais bon, après, oui, il y a le CV anonyme, mais après, tu te pointes à l'interview. Est-ce qu'on va t'engager? À un moment, voilà, je pense qu'on a mis le quota des femmes. Sur les listes électorales, on a demandé qu'il y ait des femmes. C'est un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme. Donc, et il faut parler flamand, un avantage. Oui, il faut parler néerlandais. En région de Bruxelles-Capitale, il faut parler néerlandais. Mais en région wallonne, vous n'êtes pas obligé de parler néerlandais. Vous pouvez vous limiter au français. Je pense qu'il y a beaucoup d'obstacles aussi pour l'épanouissement des minorités. C'est vrai qu'il y a de tout. Il y a des personnes qui sont arrivées en Belgique, qui ont souffert pour obtenir leur titre de séjour, qui ont fait 10 ans dans l'irrégularité. Ça, c'est un réel problème. Hein? C'est un fléau, c'est plus qu'un problème. Beaucoup de faire plusieurs années en Belgique. Oui, vous pouvez faire plusieurs années. Mais le gouvernement qui... Beaucoup de Congolais vivent dans l'irrégularité, là, en Belgique. Oui, énormément. Énormément. Et là, je pense que ce sera encore pire.
Parce que ce n'est pas dans la politique du gouvernement maintenant de faire, par exemple, une procédure de régularisation. Ça a été le cas. L'ancien gouvernement, lorsqu'ils sont entrés en fonction, ils ont quand même fait une procédure de régularisation massive et plusieurs personnes ont pu bénéficier de cette régularisation. Donc, ils ont quand même accompli un travail, mais là, c'est un autre système. Ça va être très difficile. Ils vont endurcir également les conditions pour obtenir la naturalisation. Le regroupement familial, Ça encore, c'est un réel problème avec nos différentes ambassades ici. Comment ça se passe, le regroupement familial? Alors, vous qui êtes dans des structures d'aide sociale, parce que c'est un réel problème aussi. Bon, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'était quand même un fléau dans la mesure où c'est vrai. On est Congolais d'origine, on devient Belge, et en tant que Belge, on a droit à faire venir un membre de famille. Exact. Mais le problème qui se posait, c'est que les gens venaient et ils se marient au Congo, ils font venir leurs femmes en Belgique, ou bien ils font venir leurs parents, mais ils n'ont pas de revenus. Donc toutes ces personnes tombaient en fait à charge de la Belgique. Et c'est ça que la Belgique a voulu éviter. Mais maintenant, il faut trouver le juste milieu. Et c'est là où c'est difficile. Parce qu'on a vraiment durci les conditions du regroupement familial. Il est très, très difficile maintenant pour un Belge. Et quelque part, nous, on se sent discriminés. On se dit, ben voilà, on est Belge, mais nos grands-parents ne peuvent pas venir. Ils peuvent venir seulement si on travaille. Oh là là. Et c'est un cercle vicieux. Si on travaille, mais il faut trouver ce travail. Qu'est-ce que l'État met en place pour nous pour qu'on puisse trouver un travail? Quelle formation est-ce qu'on met en place pour nous pour qu'on puisse trouver un travail? Et quelle volonté nous avons aussi de trouver ce travail et de suivre ces formations. Beaucoup de Congolais n'ont pas cette volonté de poursuivre les études. Si déjà il faut passer une dizaine d'années à attendre des documents de séjour, parce que si vous n'avez pas de titre de séjour, vous ne pouvez pas aller vous inscrire dans une université, dans une école en Belgique. Donc c'est difficile. Après avoir attendu plusieurs années, on se lasse. Et je ne veux pas stigmatiser cela aux Congolais, c'est pour ça que je dis les minorités, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'Africains en Belgique qui sont confrontés au même problème. Et quelque part, c'est vrai que c'est difficile. Tu as fait 10 ans sans papier, et puis tu as tes papiers, donc tu as vite envie de trouver un petit boulot, quelque chose, etc. Il y a ce problème avec les équivalences aussi. Donc, tu as peut-être étudié au Congo, tu viens avec ton diplôme de l'UNIKIM, tu dois encore retourner à l'école pendant 3 ans pour avoir ton titre universitaire qui te permettra d'avoir un travail correct. Donc, quelque part, c'est difficile. Donc, parfois, moi, je ne sais pas me mettre à la place de ces personnes parce que chacun a son chemin d'immigration. Nous, on fait partie d'une immigration différente où nous sommes venus suivre nos parents et nous avons pu suivre un cursus scolaire, normal, régulier, etc. Mais il y a aussi des personnes qui sont dans mon cas, qui ont eu ce même cursus d'immigration et qui n'ont pas voulu suivre ce circuit universitaire normal. Moi, je pense au fait que c'est question de volonté, en fait. Tout dans la vie est question de volonté, tout dans la vie est question de mental. Et je dis toujours aux personnes issues des minorités que, au fait, la discrimination sera toujours là. Qu'importe ce qu'on fait, il faut avoir un mental fort, en fait, et mettre tous les atouts de son côté pour que tu ne puisses pas être victime de cette discrimination à l'extrême. Il faut mettre tout de ton côté et il faut jouer sur son mental. Donc voilà. Tout à fait. Alors vous représentez quand même la diaspora congolaise. Comment elle se porte, cette diaspora congolaise vivant en Belgique? En fait, la diaspora congolaise, je dirais qu'elle se porte mal et bien. Parce que je pense que, par exemple, au niveau politique, on vient en mai 2014, on vient d'avoir nos élections. C'était des élections au niveau régional, fédéral, communautaire. Et je pense qu'il y avait une très grande représentation de la diaspora sur les listes. Ouais. En tout cas, il y avait sur chaque liste, à la région, c'était une liste de 89 places. Chaque parti avait minimum 3 personnes issues de la diaspora congolaise. Le résultat, c'est quoi? C'est un éparpillement des voix et une difficulté au fait. Vous n'êtes pas soudés? Nous ne sommes pas soudés, nous ne sommes pas unis. Pourquoi? Parce que déjà, il y a le phénomène combattant, collabo, qui est combattant, qui est anti-combattant. Et on n'arrive pas en fait à se rendre compte que nous sommes à Bruxelles. On doit d'abord travailler pour notre bien-être à Bruxelles, en Belgique, pour qu'on puisse avoir des papiers, pour qu'on puisse trouver du travail, pour qu'on puisse inscrire nos enfants à l'école, pour qu'on puisse acquérir aussi des biens immobiliers en Belgique, pour qu'on puisse être bien. Donc il y a parfois cette nostalgie. Tout le monde pense au retour au pays. Mais je pense que la manière dont on amorce cette volonté d'améliorer notre pays n'est peut-être pas la bonne.
Et en fait, c'est sur cette base-là. Si c'est pas la bonne, alors la conséquence, c'est ça le mouvement des combattants? Oui, la conséquence, c'est qu'on est à Bruxelles, mais on est très désunis. On est en Belgique et on est très désunis. Donc, je vous ai dit que j'étais candidate aux élections et il y avait une soixantaine de Congolais sur les listes qui avaient 100 voix. Moi, j'ai fait un score de plus de 2000 voix, mais il m'a manqué très peu de voix pour être élu. On était tellement éparpillés qu'il était difficile d'obtenir un siège. Mais... Donc, du coup, on a du mal également dans nos partis à contribuer à ce qu'il y ait une politique très ferme et correcte pour nous, d'abord, Congolais qui sont dans la diaspora en Belgique. Et vous-même, vous, Congolais qui êtes de la diaspora congolaise, que pensez-vous de ce mouvement des combattants? Qu'en est-il exactement? Mais je pense que c'est des personnes qui aiment leur pays et qui sont en train de vouloir revendiquer une amélioration du quotidien de leur pays. Mais je pense que parfois aussi... Mais si déjà votre quotidien au niveau de votre petite communauté en Belgique, vous ne vous entendez pas... Mais c'est ça le problème de base. Moi, je dis toujours aux combattants que c'est très bien de revendiquer pour le Congo. Mais il faut d'abord aller sur place. Exactement. Parce que je pense qu'il est très aisé de loin de dire que voilà, je revendique pour telle chose, mais vous ne connaissez pas la réalité sur place. Donc quelque part, c'est un combat où vous ne vivez pas ce qui se passe sur place. Et puis pour revendiquer quelque chose sur place, il faut d'abord être fort économiquement là où on est. Est-ce qu'il vous arrive de prodiguer de conseils du genre revenir au pays pour apporter petite pierre à l'édifice, à la reconstruction de notre pays, à cette communauté, à cette diaspora vivant en Belgique? Vous arrive? Mais j'encourage toujours les personnes qui veulent revenir au pays parce que je pense que quelque part notre pays aussi a besoin de nous. Je dis toujours qu'on est là à l'étranger en apprentissage, hein. Comme les Juifs, hein, ils sont partis dans le monde entier en 48 quand leur nation a été construite. Il y a eu un retour massif. Exact. Et je pense que chaque Congolais qui est à l'étranger doit toujours acquérir des compétences en se disant mais qu'est-ce que je pourrais apporter à mon pays? Et maintenant, la question, moi je la pose aux Congolais du Congo. Est-ce que les diasporiens, comme on nous appelle, est-ce qu'on est les bienvenus? Est-ce que quand on va arriver, vous allez dire ah mais voilà, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Qu'est-ce qu'ils veulent nous montrer? Qu'est-ce qu'ils savent? Je pense que oui. Hein. Est-ce qu'on est prêt? Il y a de la place pour tout le monde. Vous êtes là? Oui, bien sûr, je suis là. C'est vrai que... Vous revenez de plus en plus au Congo? Oui, je reviens de plus en plus. Je reviens faire des choses et d'autres. Je travaille dans l'associatif. Là, je suis venue également pour un but associatif et j'aurai l'occasion de pouvoir venir m'exprimer sur ce sujet. Alors, vous êtes en même temps vice-présidente d'une mutuelle des femmes africaines. Oui. Parlez-nous exactement de cette mutuelle. Qu'est-ce que vous faites? Pour quel objectif? Pour quel but? En fait, on s'est rendu compte que la femme africaine est très méconnue là où on est. Généralement, elle est cantonnée à son rôle de cuisine, de jolie femme, qui met des beaux vêtements, qui est toujours propre, présentable, très jolie. Mais on oublie au fait que c'est une femme intelligente, que c'est une femme qui sait se battre, que c'est une femme entrepreneuse, que c'est une femme qui a des idées et qui les met en place. Et donc, on a décidé en fait de créer une association qui s'appelle le Groupement des femmes africaines intégrées et actives. Et on veut juste donner à la femme sa vraie place. Et on a créé un réseau de femmes entrepreneuses. C'est un networking des femmes qui sont chefs d'entreprise en Europe, qui ont créé leur propre business, pas nécessairement des salons de coiffure et des restaurants, parce que généralement, quand les femmes créent un business, c'est un salon d'esthétique, et bien sûr, on en a besoin, parce que nous tous, on y va chaque semaine ou un salon, mais il y a des femmes aussi qui ont des bureaux de comptabilité, il y a des femmes également qui ont des bureaux de consultance. Il y a des femmes qui brillent dans leurs activités politiques, il y a des femmes médecins qui ont des cliniques, etc. Il y a des femmes avocates. Et c'est ces femmes-là qu'on veut mettre en avant. On veut en fait qu'elles viennent partager leurs expériences aux autres femmes pour qu'elles puissent les encourager dans leur quotidien à vouloir entreprendre et à vouloir aller de l'avant. Et quelle est la place de cette femme dans le gouvernement belge? Écoutez, je pense qu'il y a quand même eu en Europe un grand combat mené par les féministes depuis les années 60. Et il faut savoir qu'avant, la femme n'avait même pas le droit de vote en Europe. Et qu'aujourd'hui, voilà, la femme vote, qu'il y a une parité sur les listes. Une femme sur deux. Oui, il y a une avancée significative. Le gouvernement d'Irupo avait quand même 2 femmes vice-premières ministres. Là, malheureusement, le gouvernement actuel, il y a un net recul. Il n'y a aucune femme qui est vice-première ministre. Donc,
Là, oui, je constate avec effroi qu'il y a un être recul, mais je pense que moi, je suis fière quand même de faire partie de cette société où on veut mettre les femmes en avant. Mais il y a une femme ministre de la Santé. Oui, il y a une femme ministre de la Santé, mais elle n'est pas vice-première ministre. Pourquoi ne pas avoir de femme qui soit vice-première ministre? Par exemple, le centre public d'aide sociale dans lequel je suis conseillère, la présidente, c'est le plus grand centre public d'aide sociale du pays, c'est une femme. Parce qu'à un moment, il y a eu une volonté politique de mettre les femmes en avant. Moi également, j'occupe ce mandat où je représente mon parti. Il y a eu cette volonté de mettre une femme. On s'est dit, voilà, il faut qu'on féminise nos effectifs, il faut qu'on féminise. Et je pense que une femme a une manière toujours d'aborder les choses avec sensibilité, avec douceur, avec diplomatie. Parfois, les hommes sont des caterpillars qui veulent imposer, alors que la femme va négocier. Et je pense qu'il est important d'avoir des femmes dans des structures de l'État et de gestion de l'État. Aujourd'hui, à quel niveau se situe la relation de coopération bilatérale entre la Belgique et la RDC, à votre niveau de travail? Mais écoutez, déjà, moi, ce que j'ai pu... Enfin, au niveau du centre public d'aide sociale, un jour, j'étais là et j'ai reçu une délégation du Congo, du fonds, je vais lire parce que le nom est... De la fonction... Oui, c'était donc le Fonds national de promotion et de services sociaux. Le ministère des Affaires sociales. Le ministère des Affaires sociales. Kinshasa. Cette délégation est venue du Congo-Kinshasa jusqu'à Bruxelles et je les ai reçus pour représenter ma présidente parce qu'il y a une volonté de l'État congolais de créer une structure semblable au centre public d'aide sociale. Il faut savoir que de municipalité à municipalité, il y a parfois des partenariats. Par exemple, dans la municipalité dans laquelle je fais partie, il y a un partenariat avec la ville de Kinshasa depuis des années. Et au niveau de la coopération au niveau fédéral, je sais que le ministre Jean-François Labi, il avait une affection particulière pour le Congo. Et lui, il avait abordé la coopération plutôt de niveau, enfin, je veux dire, d'individu à individu. Il n'avait pas la volonté d'affecter, par exemple, des gros montants d'État à État, mais c'était vraiment pour aider de structure à structure. Pourquoi? Parce qu'il préférait en fait avoir un contrôle de la base. Il voulait aider la base, il voulait vraiment aider la population, affecter des sommes qui peuvent aider la population. Par exemple... Mais c'est difficile à gérer quand même. Hein? C'est difficile à gérer, mais il a voulu faire les choses autrement. Oui. Et quelles ont été les retombées? Mais je pense qu'il y a eu de bonnes retombées. Il a eu un très bon rapport. Et je pense qu'il a eu un très beau mandat et il a été félicité tout au long de son mandat. Et là, maintenant, ce sera un nouveau ministre de la coopération. On va voir comment il va envisager les choses. On ne sait pas encore quel type de politique il va adopter. On ne sait pas encore. Très bien. Et revenons un peu à votre structure, le centre d'aide sociale. Aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de très important, la santé en Belgique. Qu'est-ce que vous allez apporter en dehors de, comment dirais-je, améliorer ou changer comment dirais-je, le système alimentaire pour les Congolais, les vieillards, les Congolais qui sont dans les maisons d'asile? Est-ce qu'il y a une autre politique pour vous, en tant que femme, dans cette structure? Sur le plan fonctionnel, je veux dire. Et sur le plan fonctionnel, au niveau de la structure, c'est vrai que c'est une structure qui existe depuis des millénaires. Parce qu'il y a beaucoup de réalités de notre communauté en Belgique. Oui, qui est très importante d'ailleurs. Notre communauté est très paupérisée en fait. Hein. Je pense que quand on arrive, on a du mal à s'intégrer, on a du mal à trouver notre place. Et tout justement, je pense que déjà pour le Congolais, et quand j'arrivais ici, j'avais une Congolaise qui m'envoyait un SMS qui me disait, ben voilà, j'ai telle personne qui a demandé l'aide, etc. On lui a refusé cette aide. Mais déjà, en fait, c'est important pour un Congolais de savoir qu'il y a une personne d'origine congolaise qui siège dans cette instance parce qu'elle peut intervenir directement. Est-ce que l'information passe au niveau de la communauté? Oui, oui, l'information passe parce que je fais tout mon effort en fait pour communiquer, pour dire ben voilà, si vous habitez sur telle circonscription, je suis là. N'hésitez pas, contactez-moi parce que c'est un pouvoir de proximité, c'est un pouvoir local. Donc, il faut aussi poser des actions. Oui, on pose des actions, mais déjà, par exemple, au niveau de l'engagement du personnel. Il y a certains quartiers où il y a beaucoup de population africaine.
Donc voilà, on met quand même l'accent à engager des personnes d'origine africaine dans ces quartiers-là. Comme ça, quand vous venez, vous êtes accueillis par des personnes d'origine africaine. Mais il faut qu'il y ait un Africain qui dise ça, qui dise, mais voilà, quand on engage, s'il vous plaît, faisons attention à engager beaucoup d'Africains. Quand on a des CV, on a le choix entre un Marocain et un Africain, mais voilà, nous, on est là pour dire, ben voilà, dans ce quartier-là, il y a beaucoup d'Africains. Ce serait bien qu'ils soient accueillis par des Africains, ils se sentiraient mieux. Dans la région de Bruxelles, trop de chômage. Est-ce que cela vous dérange? Est-ce que ça vous permet de bien évoluer dans vos tâches d'assistance sociale avec tout ce chômage? C'est pas facile, hein? C'est pas facile. À Bruxelles. En fait, le problème de Bruxelles, c'est que c'est un gros bassin d'emploi. Bruxelles, c'est la capitale de l'Europe, il y a 700 000 emplois. Mais le problème, il y a une inadéquation entre les emplois qui sont proposés et les profils des personnes qui postulent. C'est pour ça que le nouveau Premier ministre préconise le travail. Il faut beaucoup plus travailler pour éradiquer cette situation. Il faut beaucoup plus travailler, mais il faut plus former. Le problème est que dans les quartiers, dans certains quartiers, il y a un taux de chômage de 30%. Il y a un bon système éducationnel. Il y a un bon système éducationnel, mais il faut affecter de l'argent. Il faut affecter de l'argent dans les institutions qui forment. En Belgique, en fait, il y a plusieurs styles de formation. Exactement on attend, parce que le gouvernement précédent avait quand même mis en place des actions fortes pour se battre contre le chômage. Par exemple, on garantissait aux jeunes qui ont moins de 26 ans un emploi pendant 1 an. Dès que tu as moins de 26 ans, tu rentres dans certains critères, tu as un emploi qui te permet de te former. Et après, de t'affecter tu as des compétences, etc. Mais le fait qu'il y ait un nouveau gouvernement, ça ne veut pas dire que ce qui a été fait auparavant, ça dépend il y a la continuité de l'État. Il y a la continuité de l'État, mais il y a aussi le desiderata de cette nouvelle équipe. Est-ce qu'ils vont continuer les plans qui ont été amorcés par l'équipe précédente? Ça dépend. Donc on attend, je veux dire, on est vraiment dans des questionnements parce que c'est un gouvernement historique avec des extrémistes. C'est la première fois que la Belgique a un gouvernement avec des personnes qui ont tendance à... Par exemple, le Parlement européen, la NVA, est dans le même groupe que les partis de l'extrême droite. Tout à fait. Donc on est un peu inquiet par rapport à ça. Quelle politique est-ce qu'ils vont mener? On est dans un questionnement. Alors, Madame Lydia, nous sommes arrivés déjà à la fin de notre entretien. Le temps passe vite. Vous êtes revenue à Kinshasa. Quelles sont vos impressions? Mais déjà, je suis contente de voir qu'au niveau du transport en commun, il y a une réelle avancée. Je voyais des bus, je dis c'est quoi ça? On me dit, oh oui, ça c'est les bus du Premier ministre. J'ai dit, eh bien. Donc, par rapport aux taxis-bus qui étaient fatigués, déglingués, on voit quand même que la population a... Cette possibilité d'être conduit en sécurité. Et là, franchement, je suis fière de venir dans mon pays d'origine et de voir que petit à petit, il y a des avancées. Et voilà, Kinshasa, c'est mon pays d'origine, c'est le Congo, c'est mon cœur, c'est ma famille. Donc, maintenant vous êtes belge, hein, vous n'êtes plus congolaise. Non, je suis d'origine congolaise. Merci, très bien. Voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de notre magazine Show Diplomatique. Je rappelle à tous nos fidèles téléspectateurs que je venais de m'entretenir avec Madame Lydia Mutshibele, conseillère au Centre public d'aide sociale de Bruxelles. Avec elle sur ce plateau, nous avons échangé sur... le système d'aide sociale en Belgique et du nouveau gouvernement mis en place, celui de Michel Charles. Voilà, merci de nous avoir suivis et à mercredi prochain pour un nouveau numéro. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Ce programme vous est offert par Close Up. Pour 3 fois plus de fraîcheur,